Bonjour les amis, dans cette vidéo, parlons des motos à vapeur, une catégorie de machines extrêmement rares. Il se trouve que la moto est apparue plus tard que les tricycles motorisés et les automobiles, et l'essor de la construction de motos a coïncidé avec l'apparition du moteur à combustion interne. Il est tout à fait logique que la grande majorité des motos aient été équipées de moteurs à combustion interne dès le début. D'un autre côté, il était assez difficile d'intégrer une unité motrice à vapeur dans un châssis à deux roues. Seules quelques rares motos à vapeur ont été créées. Cela ne rend pas le sujet moins intéressant pour autant. Préparez votre thé, installez-vous confortablement. Je vous invite à échanger quelques mots sur les motos à vapeur. Au XIXe siècle, les vélos ont connu un grand succès et un développement important en Europe et ailleurs. Ce moyen de transport était très populaire. Les technologies évoluaient vite, et bientôt un moteur serait installé sur un vélo. Cependant, bien avant le boom du vélo, en 1818, une centrale à vapeur et des turbines sur les deux roues ont été installées sur la Draisienne conçue par le baron Karl Drais. La machine a reçu le nom Veloraisia Vaporiana. Il est affirmé que ce miracle de la technique a été présenté dans le jardin du Luxembourg à Paris le 5 avril 1818. Cependant, il faut dire que l'existence même de cette machine suscite des doutes. Un demi-siècle plus tard, 2 exemplaires de vélocipèdes à moteur à vapeur sont apparus presque simultanément dans 2 parties du monde. Le premier est la moto à vapeur de l'inventeur américain Sylvester Roper. Ce génie de l'ingéniosité a débuté, selon certaines sources, en 1868, selon d'autres, un prototype précoce de cet appareil était déjà prêt en 1860. Sylvestre Roper a pris comme base la bicyclette Henlan, avec un cadre en fer, des roues en bois renforcées de jantes en fer et une fourche avant forgée. Derrière le siège du conducteur, une machine à vapeur était suspendue à des crochets à ressort pour amortir les secousses. Le foyer se situait dans la partie basse de l'imposant cylindre et utilisait du charbon finement broyé comme combustible. Au-dessus du foyer se trouvait la chaudière surmontée de 2 cylindres. Le mouvement était transmis à la roue arrière par de longues bielles, comme dans une locomotive à vapeur. Le siège servait aussi de réservoir d'eau. À sa droite, un manomètre de pression de vapeur est visible. Déjà sur cette machine, des poignées rotatives étaient utilisées pour la commande, ou plutôt c'est tout le guidon qui tournait. En tournant vers l'avant, la vapeur était envoyée dans le cylindre. En tournant vers l'arrière, le frein de la roue arrière était actionné. Roper affirmait que sa machine était capable de gravir n'importe quelle pente et d'atteindre directement une vitesse de 60 km/h. Cependant, il n'existe aucune preuve de tels exploits. Selon des informations non confirmées, une dizaine de motos à vapeur Roper auraient été fabriquées. La machine elle-même a survécu jusqu'à nos jours et se trouve actuellement dans le musée de l'Institut Smithsonian aux États-Unis. Il existe également des répliques modernes de cette machine. Malgré l'apparition des moteurs à essence, Roper est resté fidèle à la traction à vapeur et en 1894, il a conçu et construit sa moto à vapeur la plus perfectionnée, avec laquelle il effectuait régulièrement des trajets de 7 miles entre sa maison de campagne et son bureau et retour à une vitesse de plus de 40 km/h. En 1896, Roper a décidé de découvrir quelle vitesse maximale sa motocyclette à vapeur pouvait atteindre. Sur la piste circulaire du Vélodrome de Boston, il a réussi à atteindre une vitesse de 60 km/h. Mais au 3e tour, de nombreux spectateurs ont vu avec horreur que le coureur qui jusque-là était penché sur le guidon s'est soudainement rejeté en arrière et s'est saisi la poitrine. La moto a fait une embardée, a quitté la piste et s'est renversée plusieurs fois avant de s'arrêter. Dans un tel accident, le pilote aurait eu des chances de survivre, mais l'autopsie a révélé que Roper était déjà mort en roulant, victime d'un infarctus massif. Il avait 72 ans, malheureusement. La moto à vapeur Michaud-Perrot, considérée comme l'une des premières motos, a été inventée et brevetée par Louis-Guillaume Perrot en 1868, puis construite un an plus tard par le fabricant de vélos Pierre Michaud à Paris. D'ailleurs, au départ, Perrot voulait utiliser un moteur électrique comme groupe motopropulseur, mais les calculs d'efficacité des moteurs électriques et à vapeur ont plaidé en faveur de ce dernier. Perrot a pris comme base le vélo Michaud avec un cadre en fer, des pédales sur la roue avant et une selle montée sur un long ressort.
Un moteur à vapeur compact à un cylindre a été installé au-dessus de la roue arrière et était équipé d'une chaudière multitubulaire avec des brûleurs à alcool. Pour faire le plein de la moto, il fallait remplir 2 réservoirs, l'un avec de l'alcool, l'autre avec de l'eau. L'alcool brûlé dans une pièce spéciale chauffait l'eau des serpentins jusqu'à évaporation. La vapeur faisait bouger le piston dans le cylindre et la transmission par courroie transmettait la force de rotation au moyeu de la roue arrière. La puissance du moteur était d'environ 1/4 de cheval vapeur. Perrault a essayé de documenter les résultats des essais, au cours desquels la machine a parcouru 15 km, atteignant une vitesse allant jusqu'à 15 km par heure. Cependant, la moto de Perrault s'est avérée coûteuse, 3000 francs, et personne n'a voulu la produire en série. En 1869, l'usine de bicyclettes des frères Olivier a fermé. Et 1 an plus tard, la guerre franco-prussienne a commencé, et plus personne ne s'est soucié des vélos à moteur. Actuellement, cette moto se trouve dans la collection de Robert Granson. L'histoire suivante vient d'Italie. Giuseppe Murnigotti était un inventeur italien de la moto. Au cours de sa vie, Murnigotti a déposé des demandes de brevets pour 5 inventions. Dans sa 3e demande, datant de 1879, il décrivait la conception d'une moto fonctionnant avec un moteur à vapeur dans lequel l'hydrogène était censé être utilisé comme carburant. Giuseppe n'a jamais créé de prototype, mais on peut trouver une maquette au Musée des sciences et des technologies de Milan. Murnigotti avait également des projets pour créer un tricycle selon un schéma similaire. Ce tricycle à vapeur a été construit en 1880 et breveté en 1883 par George Long de Northfield dans l'État du Massachusetts. Le tricycle était équipé d'un moteur à vapeur bicylindre en V avec un angle d'ouverture des cylindres de 90 degrés. Un seul exemplaire a été construit, qui a été démonté après plusieurs années d'utilisation. Il existe une légende selon laquelle les voisins propriétaires de chevaux étaient mécontents que Long roule sur les routes avec son parocycle. En 1946, un certain John Bateman, avec la participation de Long, alors âgé de 96 ans, a reconstruit ce tricycle, qui est maintenant exposé à l'Institut Smithsonian. L'exemplaire à l'Institut Smithsonian a été reconnu comme le plus ancien véhicule automoteur entièrement fonctionnel conservé dans un musée. Par la suite, le monde a vu de nombreux autres tricycles steampunk, comme ceux conçus par Léon Serpollet ou Albert de Dion. Seigneur, protège la spermatoxycose. Sans elle, il est tout à fait possible que nous serions restés uniquement avec des vélos. Le prochain inventeur que nous examinons vient à nouveau des États-Unis. Lucius Copeland de Phoenix, Arizona, a présenté en 1884 sa moto à vapeur basée sur le vélo araignée Star. Mais en réalité, ce n'était pas sa première moto à vapeur, car il avait déjà expérimenté un moteur à vapeur sur un vélo. Columbia des 1881. En prenant un vélo Star, Copeland a installé au-dessus de la roue avant un moteur à vapeur d'une puissance d'1/4 de cheval, à 1000 tours par minute. La machine à vapeur pouvait parcourir 1 mile en 4 minutes. Autrement dit, si l'on traduit en unités humaines de mesure, l'appareil atteignait une vitesse allant jusqu'à 24 km par heure. Le réservoir de carburant contenait 1 litre d'essence. Selon l'inventeur, cette quantité de carburant devait suffire pour 1 heure de fonctionnement. L'ensemble cylindre-chaudière ne pesait que 9 kg. Un excellent résultat pour l'époque. Le couple du moteur était transmis à la roue arrière par une courroie. Copeland n'était pas seulement un inventeur, mais aussi un infatigable promoteur du nouveau mode de déplacement. Il publiait des brochures et parcourait lui-même tous les États-Unis, démontrant en action son appareil miracle. Par la suite, en 1887, Copeland et Stanford Northrop ont fondé la Northrop Manufacturing Company à Camden, dans l'État du New Jersey. Là-bas, il a produit environ 200 exemplaires du tricycle à vapeur Phaéton motocycle. Il a présenté cette machine en 1888 à l'Institut Smithsonian à Washington. Les frères Hildebrandt, oui, ceux-là même qui, avec Alois Wolfmuller, ont créé en 1894 la première moto produite en série, avaient déjà conçu en 1889 un moteur à vapeur pour bicyclette. Mais la machine à vapeur a échoué, et quelques années après, ils ont développé le projet de moto à moteur à combustion interne. Une autre moto à vapeur a été construite en 1896 par la société Geneva Cycle Company de Geneva, dans l'Ohio, aux États-Unis.
On sait que le groupe motopropulseur était une conception de Lucius Copeland et permettait à cet engin d'atteindre une vitesse de 20 km/h. Le carburant utilisé était le naphte. D'un côté de la roue avant se trouve une chaudière en cuivre avec des cheminées verticales. Pour équilibrer, de l'autre côté est installé un moteur monocylindre à double effet avec des soupapes à tiroirs et un réservoir d'eau d'une capacité d'1 gallon. Cette moto a été préservée et voyage à travers le monde dans le cadre de l'exposition L'art de la moto au musée Guggenheim. À partir d'environ 1890, certains cyclistes recordmen ont commencé à utiliser un tandem roulant devant eux afin d'atteindre une plus grande vitesse en le suivant dans son sillage. Le tandem était plus rapide qu'un vélo simple, car il avait en fait 2 fois plus de puissance, tandis que la résistance de l'air restait pratiquement la même. Avec l'augmentation des vitesses, la taille des tandems s'accroissait aussi. Au début du XXe siècle, on voyait apparaître ce qu'on appelait des quintuples, avec 5 cyclistes alignés. La conduite d'un tel engin exigeait un haut niveau de professionnalisme et une parfaite coordination des actions. En 1899, les frères Stanley ont construit un tandem à vapeur pour le célèbre coureur cycliste Edward McDaffie. McDaffie, en suivant cette machine à vapeur, en juin 1899, sur la piste de Buttonwood à New Bradford, dans le Massachusetts, a établi un nouveau record. Après que les frères Stanley ont vendu leur entreprise en 1899, la conception du vélo à vapeur est devenue la propriété de Locomobile. La société Locomobile a proposé le modèle conçu par Stanley dans son catalogue de l'année 1900. La chose la plus étrange dans la conception était qu'une personne ne faisait que diriger, tandis que l'autre était responsable de la gestion de l'accélérateur, des freins et de tous les organes de commande du brûleur et de la chaudière. Malgré le fait que le moteur à vapeur ait prouvé la possibilité fondamentale de son utilisation même sur un vélo, l'avenir appartenait déjà à un nouveau type de moteur, le moteur à combustion interne. C'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'au début du XXe siècle, les motos à vapeur étaient des prototypes audacieux, parmi une multitude d'autres prototypes à cette époque. Avec un moteur électrique dans le moyeu de la roue arrière, voire avec un groupe motopropulseur fonctionnant à l'énergie stockée dans un ressort ou à l'air comprimé, alors, avec le début de la production de masse des moteurs à combustion interne, cette technologie est passée au second plan. Des motos à vapeur sont encore créées de nos jours, mais uniquement comme un accessoire steampunk original et coloré. Eh bien, continuons. La moto Field était fabriquée par Alfred Wallington Field de 1908 à 1914 à Clacton-on-Sea, à 80 miles au nord-est de Londres. 2 modèles ont été construits, si je ne me trompe pas, en un seul exemplaire de moto à vapeur. Le premier Field MK a vu le jour en 1908, la deuxième version MK2 est apparue en 1914, au cours de 6 années d'expérimentation. La moto était équipée d'un moteur à vapeur bicylindre à simple effet. Les cylindres des freins avaient un diamètre de 45 mm, la course du piston était de 50 et la puissance de 6 à 8 chevaux était à l'époque tout à fait respectable pour une moto pesant 75 kg. La deuxième version améliorée de la moto pouvait se vanter d'une chaudière à vapeur très ingénieuse, qui produisait de la vapeur surchauffée à 400 degrés en quantité suffisante pour doubler la puissance de la machine à vapeur à 15-16 chevaux. Parallèlement, l'intégration d'un condenseur pour la vapeur usée a permis de réduire la taille du réservoir d'eau. Il convient de dire que la deuxième version de la moto était très pratique à utiliser. Il ne fallait qu'environ 3 à 4 minutes pour la démarrer. On sait que les 2 motos ont été conservées jusqu'à nos jours aux Pays-Bas. Henry Pearson et Percy Cox de Grande-Bretagne se sont occupés de la conception et de la production de voitures à vapeur de 1908 à 1916. Cependant, les gars, en plus des voitures, ont travaillé pendant 2 ans sur le développement d'une moto à vapeur qui a fait ses débuts en 1912. Le moteur possède un cylindre à simple effet, développe une puissance de 3 chevaux, le diamètre du cylindre est d'1 pouce et la course du piston est de 2 pouces. La production de la moto n'a duré que 2 ans, jusqu'à ce qu'en 1914 Percy Cox vende ses droits de fabrication du motovapeur à la société Steam Cycle and Motor Company. L'une de ces machines, construite en 1912, se trouve au musée des sciences qu'à Londres. Et voici la moto à vapeur appelée Steam Flyer, l'inventeur de cette merveille steampunk. Niles Gillenwater. De profession, Niles était conducteur de locomotive à Sacramento, en Californie. Après avoir rassemblé différentes pièces, Gillenwater s'est mis au travail en 1912.
La création de la moto a pris plusieurs années. Puis Niles a passé des années à la modifier et à l'améliorer. Le premier trajet de l'appareil de 250 kg a eu lieu en 1922 avec une réserve d'eau de 7 litres et demi à bord et de 11 litres et demi de carburant. La moto pouvait parcourir 24 km sans ravitaillement en eau. Une chaudière à tube d'eau à haute pression a été utilisée. En général, la pression était de 44 atmosphères, mais elle pouvait être portée à 69. Dans ces conditions, la moto pouvait atteindre une vitesse allant jusqu'à 177 km/h. Cependant, il n'existe aucune preuve confirmant une telle vitesse. Pendant de nombreuses années, Niles Gillenwauters a reçu plusieurs offres d'achat pour la moto, dont l'une provenait du gouvernement français. Mais finalement, il l'a vendue au parc d'attractions Playland at the Beach à San Francisco. Le Steam Flyer était équipé d'une chaudière à tube d'eau et de 3 cylindres. L'unique et inimitable Steam Flyer a finalement été acheté par Edward Zelinski, qui a fondé le musée mécanique à San Francisco. La moto se trouve toujours au musée, dans un état magnifique et en parfait état de marche. Et cette belle moto à vapeur a été construite par l'ingénieur Guillaume Hale de Anam, Bristol, en 1914. La Elson était une moto ordinaire produite depuis 1903, mais avec le temps, une version spéciale avec un moteur à vapeur a été construite. Hale expérimentait avec de petits moteurs à vapeur. À la fin du XVIIIe siècle, les plans du moteur de sa moto ressemblaient au dessin de brevet de Léon Serpollet de 1904. Il avait une chaudière à évaporation pour un démarrage assez rapide et fonctionnait au paraffine. La vapeur produite actionnait un moteur monocylindre de 200 cm3 avec des soupapes latérales. La chaudière et le moteur étaient montés sur un cadre tubulaire et la transmission se faisait par courroie sans nécessité d'embrayage ni de boîte de vitesse. La moto a survécu jusqu'à nos jours et comme on peut le voir sur cette vidéo, elle est plutôt vive. On ne connaît pas avec certitude les caractéristiques techniques telles que la puissance ou la vitesse maximale. Les quelques exemplaires suivants de motos à vapeur de la première moitié du XXe siècle ont un point commun. Il existe très peu d'informations à leur sujet. Voici l'engin de William Taylor, construit en 1917 sur la base du cadre d'une moto de la firme française Fabrique Nationale. On sait que cet engin était capable d'atteindre une vitesse d'environ 40 km/h. Taylor affirmait que la moto à vapeur ne fonctionnait pas de manière satisfaisante en raison de diverses petites pannes. Voici un motocycle à vapeur datant de 1919, construit par un certain Val Hert à Johnstown, en Pennsylvanie. Pour installer une centrale à vapeur de 6 chevaux et demi, il a fallu considérablement allonger le cadre de la moto. L'empattement était de 190 cm. Cependant, malgré un poids de 160 kg et une longueur impressionnante, la moto non seulement fonctionnait bien, mais roulait aussi très bien. L'appareil suivant, c'est la moto d'Arthur Pierce. Cette machine étonnante a été construite en 1936 par Arthur Pierce de Miami. J'ai été extrêmement surpris de trouver une vidéo originale de cette époque, montrant la moto à vapeur en action avec son créateur. Il y avait même un article sur cette invention artisanale dans le magazine Modern Mechanic de la même année. Sur cette photo, vous pouvez voir la moto à vapeur de John Barr, année 1940. Hélas, il n'existe aucune information claire sur cette moto. Et cet engin-ci a été construit en un seul exemplaire par Ray Clift en 1947. On connaît la vitesse maximale que cette moto pouvait atteindre. Elle était de 60 km/h. La moto n'a pas connu de développement faute de clients. Actuellement, il se trouve au Musée national de la moto à Anamosa, dans l'état de l'Iowa. En 60, une moto à vapeur a été présentée par Piotr Louel. La puissance de l'installation à vapeur était de 6 chevaux et demi. 2 ans plus tard, Cyril Smith a créé sans doute la moto à vapeur la plus miniature, basée sur le mini-cycle britannique Corgi. Et pour finir, je mentionnerai la moto à vapeur d'Arthur Hubbard, année 1973. Comme base, on a utilisé le cadre d'une moto Maiko de 1956, fabriquée en Allemagne de l'Est. On y a intégré un moteur à vapeur bicylindre d'une puissance estimée à 6 chevaux qui a été fabriqué à la main pendant 4 ans. La consommation de carburant était d'environ 3,7 litres par heure de fonctionnement. On utilisait du kérosène. Avec le condenseur, l'eau suffisait pour 2 heures de fonctionnement du moteur.
Avec le temps, Bessel à moto a été achetée par un certain Dick Green. Dick l'a placée dans un poulailler avec l'intention de la réparer. Apparemment, à ce moment-là, la moto avait déjà des problèmes techniques. Mais la restauration n'a pas abouti, car il a été décédé subitement en 2006. Le propriétaire suivant fut Ron Hubbard, qui a finalement restauré la moto. En réalité, au milieu du XXe siècle, il y avait plus de ce genre de bricolage, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas documentés. Il y a quelque chose de magique dans les mécanismes à vapeur. De nos jours, il existe tout un mouvement steampunk qui est fou des machines à vapeur. Ce sont ces passionnés qui continuent de construire des motos à vapeur au XXIe siècle, à partir de zéro ou en créant des répliques des premières motocyclettes à vapeur. Voici des exemples de techniques à vapeur modernes. Le parocycle de Jeff Hadspeth a été lancé pour la première fois en octobre 2000, bien que le concept initial remonte à 1972. Hadspeth a été présenté au grand public pour la première fois lors de la Great Dorset Steam Fair le 29 août 2001. Le parocycle de Hadspeth était basé sur un vélo à pédales ordinaire, construit à partir d'un cadre restauré de vélo Solex de 1949 modifié pour utiliser un moteur à vapeur fait maison. La moto à vapeur a une autonomie d'environ 16 km avec un seul plein du réservoir d'eau et une vitesse maximale de 32 km/h. La chaudière fonctionne au paraffine et délivre une pression d'environ 7 atmosphères. Le deuxième représentant des motos à vapeur modernes, et sans doute le plus connu et reconnaissable, est la perle noire du néerlandais René van Tully. Cette curiosité a été créée en 2014 pour la boutique Rovatu Customs et a reçu le nom romantique de perle noire. Bien sûr, le navire du même nom de Jack Sparrow était célèbre pour sa vitesse phénoménale. Ce véhicule, en revanche, ne convient qu'aux balades tranquilles à moto. La vitesse maximale qu'il peut atteindre est de 8 km/h. René van Tully s'est déjà fait un nom depuis longtemps en construisant des motos insolites, même s'il admet que la perle noire est le projet le plus original qu'il ait réalisé. La création de ce chef-d'œuvre steampunk lui a été inspirée par une idée de Colby Higgins, un designer qui, en 2012, avait proposé un concept audacieux et, à l'époque, jugé fantastique, le Trainwreck. 8 mois de travail minutieux ont permis de donner vie à ce qui, sur le dessin, semblait n'être qu'une fantaisie amusante. La moto insolite a été dévoilée au Big Twin Bike Show, à Rosmalen, aux Pays-Bas. De nombreux passionnés créent aujourd'hui des motos à vapeur. Parmi eux, Norbert Mesmerk, Kenneth Hamilgarn, Mark Drake, Simon Pierce-Smith et bien d'autres. Mais ce Steam Bike-ci est radicalement différent de tous les autres parocycles modernes. La société Keltrack a sponsorisé Chris Wedgwood et son équipe pour développer une moto destinée à battre le record de vitesse des engins à vapeur. On sait qu'en 1906 déjà, la voiture à vapeur Stanley avait atteint la vitesse de 204 km/h. En 2009, ce record a été battu par une voiture britannique à turbine à vapeur qui a établi un nouveau record de vitesse à 238 km/h. Censé être sur les chiolageurs. La base de la moto était la légendaire Hayabusa de la société Suzuki. Le générateur de vapeur se compose d'un brûleur à paraffine qui chauffe un serpentin en tube de cuivre rempli d'eau. La vapeur surchauffée, ayant une température de 500 degrés, crée une pression de 136 atmosphères. La vapeur est envoyée dans un moteur bicylindre en V Bauer et Bell qui transmet directement la puissance à la roue arrière par une chaîne. En 2019, la moto atteignait une vitesse d'environ 130 km/h, mais Wedgwood prévoit d'atteindre une vitesse de 193 km/h prochainement. Souhaitons-lui bonne chance. À l'heure actuelle, la moto est entièrement assemblée et elle attend une série de tests. À la question de savoir pourquoi une moto à vapeur, Alexei répond « Tout d'abord, c'est par intérêt d'ingénierie. Le travail sur chaque pièce, l'ajustement de tout et le fait de voir comment tout cela prend progressivement vie. Tu es le créateur, c'est ton enfant. Deuxièmement, il y a une certaine romance particulière dans le monde de la vapeur. C'est un univers à part, aussi vaste et unique que la mer ou les avions. D'après son expérience dans la création du parocycle, et le projet a commencé en 2009, Alexei note les difficultés suivantes. Premièrement, bien que la machine à vapeur soit considérée comme la plus étudiée de toutes les existantes et qu'elle ait été développée pendant 250 ans, de nos jours, c'est pratiquement une technologie perdue.
Même si tout cela semble simple à première vue, pour créer une machine à vapeur correcte, il faut plonger dans des calculs complexes, avec des formules sur 6 niveaux, et l'humanité n'a jamais réussi à atteindre des paramètres idéaux. Le deuxième point, c'est l'absence totale de pièces détachées. Tout est se fabriquer à la main. Par exemple, même l'essieu de la roue arrière. Il tourne avec la roue et transmet le couple du moteur. On ne peut pas en trouver une comme ça sur le marché. Des deux premiers points découle la nécessité de mener de nombreuses expériences avec les composants et les pièces afin d'obtenir les caractéristiques requises. Le dernier problème est le manque d'une base d'usinage adéquate à l'étranger. Dans la création d'une curiosité à vapeur, on investit des tonnes d'argent et on fait appel à presque tout un département universitaire. Alexei fait tout dans son garage. Ce sont des détails comme ça. En fait, c'est ainsi que mes quelques mots sur les motos à vapeur touchent à leur fin. La technologie steampunk est sans aucun doute colorée et originale, mais de nos jours, elle est réservée aux passionnés et aux fans, et elle n'a aucune chance d'être produite en série ni de rencontrer un succès commercial. C'était la chaîne Crass Moto avec vous, merci de votre attention, à bientôt.